Bonjour Anne, Bonjour Patricia, bonjour à tous. tu es Anne Cazobon. Oui, Alors Anne, je t'ai invitée comme la cerise sur le gâteau, comme le pompon sur le chapeau. j'en ai même mis 4 aujourd'hui. Oui, parce que tu es une personne vraiment intéressante, mais tous les gens qui sont intervenus dans cet événement sont intéressants en fait. Mais avec toi, on va parler de joie. C'est ça qui est important. Alors, et de joie et de la façon d'enchanter sa vie. Hmm. Ce qui ne signifie pas que tu sois un bisounours. Non, l'enchanté ou la réenchantée d'ailleurs. Voilà, voilà. Alors, je vais procéder de façon inhabituelle. Je ne te demande pas tout de suite de te présenter. Je vais te dire et dire aux personnes qui nous écoutent que ce qui m'a amené vers toi avec un élan enthousiaste, c'est ce mouvement que tu as lancé sur Instagram et qui a flambé comme un brasier instantanément, qui est le mouvement Merci à un inconnu. Donc, je vais te demander de présenter ce mouvement et dire d'où ça vient en toi. Alors j'aime bien ce mot de mouvement, justement, de ce mouvement un peu circulaire qui embarque avec lui en permanence de plus en plus de monde. Et je crois foncièrement à l'égrégore positif. L'égrégore, c'est comment est-ce que je peux, en générant une idée, embarquer davantage de monde avec moi. Et alors, moi qui ai été dans des égrégores un peu négatifs pendant des années, qui ai été journaliste et un peu dans les mauvaises nouvelles toute la journée, je sais ce que c'est qu'un égrégore négatif. Hein. On a vécu ça pendant ces confinements avec les nombres de morts qui étaient ressassés toute la journée. Et là, j'avais vraiment très envie de créer quelque chose qui serait positif et qui embarquerait vers du positif et qui serait comme un média de bonnes nouvelles, en fait. En permanence, on ne lirait que des bonnes nouvelles sur un espace. En fait, au tout début du premier confinement, j'ai vraiment reçu la grande intuition qu'il fallait que je crée quelque chose avec ce merci à un inconnu qui était déjà pour moi un message fort parce qu'en fait, cet inconnu-là, c'est un homme qui, il y a une vingtaine d'années, m'a sauvé la vie sur un quai de métro. Et donc, j'avais toujours eu ce mot du merci à un inconnu. Je m'en étais un peu servi à la radio. J'avais proposé aux auditeurs à l'époque, quand j'y travaillais, de venir raconter leur merci à un inconnu. Et au tout début du confinement, on est comme si c'était une fulgurance. On me disait, maintenant, c'est un compte Instagram. Alors moi, j'ai juste vaguement un compte Instagram personnel. Je suis pas une influenceuse plus que ça sur le papier. Je me suis dit bon bah ok. Donc j'ai créé des petits formats, juste des petites cases dans lesquelles je proposais aux gens d'être comme une sorte de scribe urbain, de scribe digital, où je remettrais en forme les belles histoires qu'ils avaient à partager, à raconter. Et en fait, en quelques semaines, en quelques mois, tout à fait, il y a eu un effet boule de neige où tout le monde est venu raconter et tout le monde vient encore raconter. On est quelques mois plus tard à 150 000 personnes qui suivent ce compte et qui envoient des centaines et des centaines de messages tous les jours en racontant la dernière en date, c'était ce vigile qui, sous des trompes d'eau dans un parc aquatique, a porté une petite fille de 5 ans parce que la maman était enceinte de 8 mois et que la voiture était garée à l'autre bout du parking et le vigile qui sort de son poste pour aller aider cette femme en se disant je vais pas la laisser avec tout son barda et ses enfants sous le bras. Ça peut être ce monsieur qui a pris cette jeune fille en stop et qui a fait un détour de 40 kilomètres pour qu'elle soit à l'heure à ses examens parce qu'elle avait raté le train pour l'examen. C'est évidemment des accidents de la route où des gens sont sortis de leur véhicule pour venir faire poser les premiers soins parfois, ou des choses tout à fait anodines mais qui n'en sont pas, de quelqu'un qui est venu tendre un paquet de Kleenex à une jeune fille qui pleure dans un tram, à un petit garçon qui vient tendre un biscuit, à cette femme qui pleure dans un TGV. Voilà, donc il y a des histoires absolument magnifiques et j'aime bien l'idée de rendre apparente cette bienveillance tout autour, cette minorité invisible et finalement pas si invisible que ça. Et donc j'adore l'idée que ça grandisse et que ça grossisse de plus en plus. Oui, c'est très très chouette. Donc c'est à la fois des gens qui, ça fait chaud au cœur. Hein. Moi, quand j'en lis certains, il y a des larmettes qui me viennent dans la gorge. C'est chouette de voir d'abord les gens exprimer leur gratitude. D'un côté, de voir la bonté des gens, d'un autre côté, de voir la gratitude des gens s'exprimer.
Parce que c'est vrai qu'on n'a pas tant que ça l'occasion d'exprimer sa gratitude, surtout publiquement. Donc, tu offres une tribune aux gens pour exprimer de l'amour. Donc, c'est vraiment chouette. Et donc, je vous encourage à aller voir ce compte Instagram. Merci à un inconnu. Oui, puis c'est surtout, ce sont des gens qu'ils ne reverront a priori pas. Alors, il y a plein de gens qui se disent, ah, mais alors, est-ce que déjà, il y a des personnes, ça fait un peu perdu de vue. Il y avait cette émission dans les années 80, on peut retrouver des gens. Alors là, ce matin, il y a une jeune fille qui m'a dit, ah, mais j'ai retrouvé cette dame qui m'avait aidée dans le métro alors que je me faisais suivre par quelqu'un qui était mal intentionné visiblement. Elle m'a dit, une jeune fille m'a contactée, elle m'a dit, c'est ma mère, la dame dont vous parlez dans votre histoire. Donc bon, on verra si c'est vrai et si c'est le cas, c'est génial. Mais dans l'absolu, c'est déjà dire merci, c'est dire merci pour le monde aussi, évidemment. Et ce qui est très touchant aussi dans ce compte-là, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes aussi m'envoient des messages en me disant merci parce que ça me donne plein d'idées de savoir comment me rendre utile. Je ne savais pas comment mettre ma pierre à l'édifice, comment donner un coup de main dans ce contexte un peu chaotique et un peu incertain. Et ben voilà, je sais maintenant que quand quelqu'un pleure, ça lui fait vachement de bien. Quand quelqu'un vient le voir en lui disant « je t'ai vu pleurer ». Et où je viens et je te tends un Kleenex ou aider cette dame avec cette poussette ou ce petit monsieur avec sa voiture en panne. Enfin voilà. Donc ça ouvre des perspectives aussi. Oui, c'est comme si tu avais créé un canal pour l'amour s'exprimer. Si ça peut être ça, en tout cas, au service. C'est très, très chouette. Anne, je vais revenir là-dessus, mais maintenant, je vais quand même t'inviter à te présenter. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on sache de toi dans ce cadre? Dans ce cadre où on parle de charge mentale et où surtout, on a ouvert beaucoup de pistes positives pour aider à s'en sortir. Eh bien, je dirais que l'un de mes axes, vraiment, c'est l'expression multiple. C'est oser être soi, c'est le courage d'être soi malgré tout, et surtout d'oser être soi dans à peu près tout ce que je fais dans ma vie. Et c'est moi le chemin qui m'a aidé à sortir d'un grand coup de blues, on va l'appeler comme ça, il y a une vingtaine d'années. Et c'est l'artistique, alors que ce soit l'art-thérapie ou ce que moi j'ai appelé ensuite le sweet art, qui sont mes rituels artistiques que je mets en place d'abord pour moi et ensuite pour le monde. C'est exactement ce qui se passe avec Merci un inconnu. Et c'est l'objet d'ailleurs de toute œuvre artistique. L'artiste, il crée d'abord pour lui. Ensuite, l'œuvre rencontre une forme de public, une audience, et ensuite, l'œuvre ne lui appartient plus. Elle est totalement à d'autres. Et d'ailleurs, moi, je le vois avec Merci un inconnu. Aujourd'hui, on m'a contacté en me disant « Est-ce que tu pourrais monter un Merci un inconnu en italien et en anglais et en allemand ?» Enfin voilà, le mouvement prend davantage d'amplitude, et donc c'est à ça que ça sert. Un film, un livre, un album, il est d'abord offert au monde, et puis ensuite, ça appartient plus vraiment au chanteur ou au réalisateur. Donc, je trouve que de mettre son ADN dans tout ce que l'on fait et dans tout ce que je fais est quelque chose qui me permet de revenir davantage à qui je suis et d'oser être au monde la contribution que je peux être en fait et que je peux apporter. Donc ça, pour moi, c'est vraiment très important, et c'est de cette manière-là aujourd'hui que j'essaye, que je vis ma vie et que j'accompagne celles et ceux qui souhaitent se mettre sur ce chemin d'expression de soi. Oui, donc tu viens de laisser entendre du coup que tu étais thérapeute, coach, que tu accompagnes les gens sur le chemin de soi-même. Exactement. Oui, à un moment donné, j'avais un programme qui s'appelait Libérez votre jeu JE. Alors pas pour justement juste être avec soi. Hein. L'idée, c'est quand même. On nous a raconté que le développement personnel, c'était très auto-centré, très égoïste. Sauf qu'en fait, ces visions-là n'étaient pas allées voir justement au-delà de ça. Évidemment que il y a 15 ans en arrière, 20 ans en arrière, je ne pourrais pas aujourd'hui m'occuper de projets plus grands, plus vastes que moi, parce que j'étais tellement engluée dans mes propres chagrins, mes propres tristesses, que je ne pouvais pas m'en occuper. Mais aujourd'hui que j'ai traversé et dépassé, je peux, accompagner, et deux, offrir une meilleure contribution de mon être pour le monde. Et donc, l'idée, c'est de libérer son jeu pour le mettre au service du nous et aller dans de la co-création, de projets, d'œuvres, de quelque chose de plus grand. Et mon Dieu, notre monde de 2021, on a tellement besoin. Certes. Tu pointes quelque chose d'intéressant et d'important, c'est que quand on est malheureux, quand on est sous stress, quand ça ne va pas, on est auto-centré.
Et ce n'est pas condamnable, c'est tout simplement que neurobiochimiquement, notre cerveau, il est en onde bêta et ça fait qu'on ne peut pas faire autrement que d'être emprisonné dans notre problème. Et toi, l'une des voies que tu as empruntées, c'est la voie artistique, la voie de l'expression, de la communication. Et justement, quand on emprunte cette voie-là, notre cerveau, il passe en onde alpha et soudain, notre créativité est libérée et on retrouve des ressources pour trouver des solutions à nos problèmes. C'est pour ça que c'est tellement important de s'écouter, parce que notre cœur sait, l'enfant en nous sait, qu'il connaît la voie de l'ouverture de cette porte. Et donc, quand on se laisse aller à ce qu'on a envie de faire, on va trouver des ressources pour trouver des solutions à nos problèmes. Donc, c'est super important de signaler ça. Merci de préciser ça. Et c'est vrai que ça peut être… alors, on le fait sans trop le savoir, hein, on le fait sans avoir les données scientifiques, je dirais. Et c'est intéressant, tu vois, j'ai cette image, moi, quand j'étais sur ce quai de métro à 23 ans, prête à en finir, hein, j'étais vraiment très, très mal à ce moment-là. Et j'étais physiquement repliée sur moi. Et c'est cet homme qui est venu, qui est resté à côté de moi, qui au début… Je n'ai vu que ses chaussures, qui est resté pendant de longues minutes, mais il est resté une vingtaine de minutes à mes côtés. Et en fait, je ne voyais que ses chaussures et je pleurais tout ce que je pouvais en me disant ce monde est trop injuste, vivement que ça se termine. Et en fait, en relevant la tête, en me disant mais c'est pas possible, il insiste, il est là, il maintient sa posture en étant auprès de moi alors qu'il ne me connaît pas. Et j'ai redressé la tête. Et en fait, le fait de sentir cet à côté m'a fait redresser la tête et le simple fait que je le vois et qu'il voit que j'avais des idées noires m'a fait tout de suite me ressaisir et me rappeler combien je tenais à la vie. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je trouve important dans ces moments-là, justement, de charge mentale trop lourde ou de trop grand repli sur soi, c'est-à-dire que quand le repli sur soi, il me coupe totalement du monde extérieur, c'est le moment peut-être d'aller chercher le à côté. Et moi, j'aime bien alors, le mot coach, je l'aime pas du tout, mais coach, ça veut dire quand même à côté. Donc, j'aime bien cette idée de cheminer avec, d'être dans le avec. Oui, parce que les ressources sont en nous de toute façon. Bien sûr. Anne, au cours de cet événement, on a évoqué diverses approches thérapeutiques, notamment l'hypnose, notamment la PNL, et bon, je vais trahir une personne ou l'autre, la méditation aussi. Et toi, tu as une approche privilégiée qui sont les constellations familiales. Est-ce que tu peux en dire 2 mots, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Moi, j'aime beaucoup l'idée de cette phrase de Pierre Teilhard de Chardin qui dit que nous sommes des êtres spirituels venus vivre une expérience incarnée. Les constellations, elles me ramènent d'abord à moi, ma dimension un peu connectée à l'invisible, à l'artiste, voilà, quelque chose de plus grand que nous, de plus vaste que nous, à la grande connaissance avec un grand C, je dirais, et à l'inconscient collectif aussi, qui dit que, évidemment, nous savons tout ce qui se passe, nous sommes tous reliés, évidemment, les uns aux autres, et donc les constellations, c'est vraiment l'outil par essence qui est un outil totalement ancestral en fait dans les villages. Il y a des années, les gens se rassemblaient dès qu'il y avait un souci, dès qu'il y avait quelque chose qui coinçait, dès qu'il y avait un bébé qui ne venait pas dans une famille, une maison qui ne se vendait pas, des vaches qui ne vélaient pas. Voilà, on allait regarder ce qui coinçait. Et donc ensuite c'est Bert Hellinger, un prêtre, un ancien prêtre allemand qui a statué un peu tout cela. Mais je dirais que comme la plupart des voies d'épanouissement personnel, que ce soit la méditation, même la PNL, le chamanisme, les 4 accords Toltec, que sais-je, c'est ancestral évidemment. Hein. Personne n'a rien inventé, ça vient de bien plus loin que ça. Et donc l'idée, c'est que les constellations, ça permet d'aller regarder justement dans ce bas de l'iceberg, tous ces endroits dans lesquels voilà, il est difficile pour le conscient d'aller regarder, et donc en pratique individuelle ou en pratique de groupe, en stage de groupe, en journée de groupe, on peut aller regarder ce qui m'échappe dans ma vie, ce qui se répète. Alors, si on reprend l'exemple de la charge mentale, justement, voir à quel endroit je ne me laisse pas aider,
voir à quel endroit je me charge comme d'habitude, voir à quel endroit dans mon travail, dans l'entreprise. On dit beaucoup, par exemple, en constellation, que l'entreprise dans laquelle je travaille est une forme de répétition de la famille de naissance dans laquelle j'ai évolué. Et évidemment que les liens que j'ai avec mon patron et ou ma patronne vont peut-être être en écho avec les liens que j'avais avec mes parents. Et peut-être que le harcèlement moral que je vis avec mes collègues va peut-être me rappeler les relations peut-être un peu tumultueuses que j'avais avec mes frères et sœurs. Et donc, la charge mentale, évidemment, on la mélange parfois un peu au burn-out, un peu à tout ça, en tout cas à un trop-plein de tout ça. Et le trop-plein, c'est-à-dire que si déjà dans ma phase d'adulte, j'ai déjà un trop-plein de toute mon histoire familiale, de ma quête initiatique, de mon émancipation, mais que j'ai pas encore assez d'espace pour justement accueillir de nouvelles expériences, à un moment donné, il y a une saturation évidemment du cerveau, du corps psychique, enfin voilà, à tous les niveaux. Donc ça permet j'aime bien dire que c'est un peu le grand camion poubelle qui passe et qui fait le tri des déchets. Et comme on parle évidemment d'écologie extérieure, l'idée c'est d'aller faire vraiment geste écologique à l'intérieur de soi et d'aller rendre des émotions qui ne sont pas les nôtres, peut-être des chagrins que j'ai achetés de plus haut dans l'arbre, d'une grand-mère, d'un parent, d'une loyauté. Oui, c'est ça. Les constellations, c'est l'un de mes outils thérapeutiques privilégiés. J'ai fait beaucoup de constellations, j'aime beaucoup. Il y a eu des résolutions de problèmes, des compréhensions qui ont été immédiates. On n'a pas toujours besoin de venir plusieurs fois en constellation pour obtenir une résolution. Tout à fait. Ce que je remarque, c'est que on va revenir à la dimension artistique dans ton univers, mais tu es très branché sur le collectif. Pour toi, une résolution individuelle, elle débouche sur le collectif, et je remarque justement que forcément, quand on touche à l'univers de Jung, on est dans la dimension collective. Et dans les constellations, la résolution, l'élucidation, elle vient du collectif. Et c'est ça qui est magnifique, merci de le rappeler, parce que je trouve sublime dans les journées de constellation de groupe, c'est d'abord d'imaginer que chacun, de manière totalement inconsciente, s'est donné rendez-vous. Chacun est venu avec, derrière, on peut imaginer, derrière chacun de ces hommes, femmes qui sont là, la lignée masculine, la lignée féminine, les ancêtres qui arrivent avec leur caisse et leur cargo de traumas et de ressources aussi. Parce que moi, je suis Anne Ancelin Schutzenberger, qui est cette grande psycho-généalogiste et qui a vraiment ouvert la voie à cet endroit-là. Elle a écrit un livre qui s'appelle Aïe mes aïeux. Mais moi, j'ai vraiment très envie de dire merci mes aïeux. Parce que on peut aussi aller chercher ces ancêtres ressources, justement, cet ancêtre artiste, cet ancêtre de cette femme qui était une mère géniale, très créative, et qui a adoré être dans sa maternité, plutôt que en permanence me relier à celles qui ont eu des soucis en couche, enfin voilà, ou qui ont dû épouser le cousin par alliance qu'elle n'aimait pas. Voilà, c'est intéressant d'aller réécrire différemment et de voir à quel point c'est l'inconscient collectif qui se guérit, et c'est tous ces arbres qui se guérissent, et les guérisons qui se jouent dans ces cercles-là sont pour le monde aussi, évidemment. Et c'est vrai que ça peut générer des guérisons multiples, à savoir que dans une constellation, il y a le constellant, il y a la personne qui amène le problème qu'elle veut résoudre, puis les autres qui sont les figurants, mais il peut y avoir des résolutions pour les figurants. Pour les figurants et pour les observateurs. Moi, je me souviens d'une journée lors de ma formation en constellation, il y avait une jeune femme et je sentais je l'entendais un peu parler, on avait un peu plus ou moins la même enfance, la même histoire. Et ça m'intéressait vraiment d'être représentante dans sa constellation, évidemment, puisque je me disais, moi, je vais pouvoir libérer plein de choses pour mon propre arbre généalogique et mon propre présent, je dirais. Et en fait, elle m'a pas choisie pour être représentante dans sa constellation. Donc, j'étais très déçue. Je me suis assise dans un coin et j'ai observé. Et j'ai eu une des plus belles guérisons qui m'a été donnée de vivre dans tout mon chemin d'évolution personnelle. Vraiment, j'avais un film, une pièce de théâtre d'une scène, mais c'était dingue à quel point c'était exactement comme ce que j'avais vécu dans ma vie. Et où d'un coup, en métaposition, presque en me mettant un peu au-dessus, tout s'éclairait. Et ça a été extrêmement, extrêmement révélateur, fondateur pour moi, de comprendre que vraiment, dans une constellation, je peux vraiment avoir de grands enseignements à quelque endroit que je sois. Et j'avais d'ailleurs même
compris davantage en étant observatrice qu'en étant constellatrice et en faisant consteller pour mon propre sujet à ce moment-là. Excellent, très chouette. Alors, tout est entrelacé, tout se tient, il y a beaucoup de cohérence dans ton univers. Alors, merci. Merci de dire ça parce que tu sais, pendant longtemps, on me disait, oh là là, mais on comprend plus où tu es. Attends, t'es quoi? T'es dans le développement personnel, t'es à la radio, tu t'es peintre, Alors, merci beaucoup. Si j'arrive à cet endroit-là maintenant à avoir remis mon puzzle parce que pour moi, il y avait quelque chose d'un fil à tirer, mais si aujourd'hui ça semble comme ça, tant mieux. Je ne sais pas si ça semble comme ça me semble à moi en tout cas, parce que j'ai été dans la même situation que toi, où on me disait mais où est-ce que tu pars, on comprend pas, c'est pas cohérent. Mais à un moment, si on prend du champ, on comprend qu'il y a une logique, il y a de la cohérence, et que à un moment tout se rassemble et fait sens. Alors tu as parlé de quelque chose comme, c'est pas ton expression, c'est la mienne, embrasser sa singularité. Et j'ai trouvé une belle phrase de Bert Hellinger. Je pense que d'abord, il y a, au cours de ce qui s'est dit ici, dans la compréhension qu'on a de la charge mentale, mais comme tu le disais, ce qui va avec le burn-out, les effondrements de différentes natures, on a mis en évidence le fait que le mal-être dans lequel on est scelle souvent notre différence vis-à-vis de nos proches, et que ce pourquoi on a tenu si loin, c'est en raison de loyauté. On a non seulement tellement besoin d'être aimé, mais on a besoin d'être validé par le groupe, et ça c'est une motivation, mais qui date de la nuit des temps, du temps où on était vraiment en danger si on quittait le groupe. Et donc encore aujourd'hui, on renonce à nous-mêmes, à des parts de nous-mêmes, à nos accomplissements, par loyauté. Et donc ça fait de nous, en quelque sorte, d'une manière ou d'une autre, et tu l'as vécu quand tu étais petite, le vilain petit canard, le mouton noir, etc. Puis j'ai trouvé ce beau paragraphe de Bert Hellinger, ces quelques lignes. Les moutons noirs d'une société sont en fait des libérateurs de la sclérose qui s'est installée au niveau de l'organisation sociale. Je ne vais pas continuer parce que ce sont des reformulations. Arrêtez de douter, là je dis la fin, arrêtez de douter et prenez soin de votre rareté comme étant la fleur la plus précieuse de votre arbre. Vous êtes le rêve de tous vos ancêtres. Mais oui, c'est très beau, ça me donne la chair de poule encore. J'aime beaucoup ces mots de Bert Hellinger. C'est intéressant parce que la sclérose en plaques, c'est vraiment le oui mais non à la vie. Tu vois, c'est un pas en avant, un pas en arrière qui fige à un endroit. Oui. Et donc, c'est intéressant de venir justement un peu secouer ça. Moi, je me souviens quand je faisais ce que j'appelais des happenings artistiques, là, après le Bataclan, que j'avais appelé le Flame Project, où je faisais s'envoler des confettis au-dessus des bouches d'aération du métro. Il y avait un homme qui était venu me voir et qui m'avait dit, mais vous avez le droit de faire ça. Et c'est exactement ce qui se passe en plus en ce moment. T'as le droit, on a le droit, le masque, pas le masque, le test, pas le test. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire en fait? Attends, ce soir, on a le droit de rentrer à 18h, 22h, je sais plus. T'as un papier. Et donc, vous avez le droit de faire ça. Ça m'avait su. Et je me souviens quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup voyagé en Europe de l'Est, toute seule avec mon sac à dos et mon micro. Et à 19 ans, j'étais en Lituanie et à Vilnius. J'étais avec mon petit sac à dos. Il y avait une jeune femme qui était avec un gros Russe baraqué en couple et qui était venue me voir. Elle avait traversé toute la place de la ville. Elle était venue me voir en me disant, mais en anglais, elle m'avait dit, mais t'as le droit de voyager toute seule? T'as le droit de faire ça? Et elle était vraiment sous la coupe de cet homme-là. Donc, c'est intéressant aussi de voir quand on exprime sa singularité ou en tout cas son envie de vivre libre, ce que ça peut venir déclencher chez l'autre. C'est aussi en voyant l'autre dans cet état que je peux me rendre compte que c'est possible. Oui, et en même temps, ce faisant, en assumant ta singularité et ton envie d'être toi, tu donnes la permission aux autres. Exactement. D'enlever cette possibilité. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est pour revenir aux constellations, dans les ancêtres qui se réjouissent. Évidemment que les ancêtres rêvent qu'on puisse contribuer de la plus belle manière qu'il soit au monde. Évidemment qu'ils rêvent
qu'on puisse réaliser nos potentiels, nos talents et offrir ce qu'on a de meilleur au monde. En constellation, moi, je fais souvent poser cette phrase-là vis-à-vis d'un ancêtre qui a eu une vie douloureuse, et on vient tous de lignées, de familles qui ont traversé des guerres mondiales, la colonie, enfin les colonies, des abus, des incestes, des drames. Et donc l'idée, c'est de poser cette phrase qui est ça n'est pas parce que je reconnais ton destin funeste, et ça n'est pas parce que c'était le tien que ce sera le mien, et je choisis aujourd'hui de m'écrire un autre présent. Et donc, c'est ce choix de tous les matins, se choisir un autre présent aussi. On va garder l'expression tous les matins pour après. Avec toi. Je voudrais revenir maintenant, on va faire des allers-retours, mais quand tu m'as raconté l'histoire des confettis, il y a quelqu'un qui t'a demandé si tu avais le droit, il y a un monsieur qui t'a dit autre chose. Il y a un monsieur qui m'a dit, alors attends, d'un coup je l'ai plus. Monsieur qui t'a dit que oui. En fait, c'est voilà, le Flying Project, donc c'est un projet qui avait commencé un peu avant les attentats du Bataclan, mais qui a pris un peu. C'est un peu comme Merci un inconnu. C'est toujours des petites choses comme ça où c'était pour moi, ça me permettait d'aller mieux. Et toujours pour revenir à la charge mentale, voilà, moi c'était des projets créatifs où ça me permettait de m'exprimer et de libérer un peu un trop-plein de tristesse, un trop-plein de vague à l'âme à ces endroits-là. Et d'un cerveau qui va trop vite, d'une éponge émotionnelle, de tout ça, voilà, ça me permettait un peu de faire pot d'échappement un peu de tout ça. Et donc, j'avais trouvé des confettis entièrement biodégradables que je faisais s'envoler au-dessus des bouches d'aération du métro. Donc, c'était une forme de performance artistique. Le mot est un peu pompeux, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Et qui ne générait aucune énergie. Voilà, je voulais que ce soit totalement écologique parce que, donc, en gros, ces espèces de bouches d'aération, elles soufflent tout le temps au-dessus des parkings, au-dessus des piscines, au-dessus du métro. Et les confettis, à la moindre pluie, étaient totalement disparaissaient. Et donc, c'est vrai qu'après les attentats, j'ai proposé aux Parisiens de venir régulièrement envoyer leurs vœux, comme des prières collectives, en fait, place de la République. On a fait de grandes lancées de cœurs en confetti, des envolées de papillons. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Si vous tapez hashtag Flying Project sur Internet, vous trouverez des vidéos. Et à ce moment-là, en fait, il y a un monsieur qui est venu me voir. J'ai eu beaucoup de belles rencontres à ce moment-là. Il y a une grand-mère qui est descendue du dernier étage de son immeuble en chemise de nuit et peignoir et pantoufles pour me dire c'est sublime, il fallait que je vienne vous embrasser, qui est venue me faire un gros câlin et qui est remontée en haut de son appartement. Il y avait des bus qui s'arrêtaient en warning, les policiers sur lesquels tombaient des papillons qui menaient la garde. Un jour, je m'étais demandé si ça valait la peine de continuer ce que je faisais, enfin voilà, est-ce que ça avait encore un sens? Et je m'étais allongée en regardant le ciel et à envoyer mes confettis. Et il y a un couple qui est venu et qui m'a dit n'arrêtez jamais ce que vous faites, mademoiselle, c'est magnifique. Et puis un jour, il y a un homme qui est venu me voir, qui a traversé comme ça toute la place de la République et qui m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit pour faire quelque chose d'aussi beau, il faut véritablement avoir traversé ces enfers. Voilà. Et donc, c'est un petit peu, c'est un phénomène dont on a parlé avec d'autres personnes, mais tu as accompli ton parcours du héros. Oh, je ne sais pas si je l'ai accompli, mais je suis sur le chemin en tout cas. Oui, mais tu as traversé tes enfers en tout cas. Puisque l'histoire qui est à l'origine de Merci à un inconnu, c'est un projet de suicide. Hein. Oui. Donc, tu as traversé la douleur et c'est comme si plonger dans les abysses de sa douleur, ça t'apportait un surcroît d'humanité. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est un titre qui m'est venu en rêve plusieurs fois, c'est l'idée de siffloter son chagrin. C'est-à-dire que le prendre en pleine poire, d'un coup, c'était impossible. Ce chagrin-là venu d'ailleurs, ce chagrin familial. Alors après, je sais pas, on peut imaginer que ce sont d'anciennes incarnations si on y croit, plein de choses, d'enfance, plein de choses. J'ai même arrêté d'imaginer mettre des mots là-dessus. Même d'ailleurs dans mes accompagnements maintenant, quand il y a une libération émotionnelle qui se fait, ça se libère. Tant que c'est dehors, c'est que c'est plus à l'intérieur.
Et rien que ça, c'est déjà une grande victoire. Mais l'idée de justement de ne pas éclabousser les autres avec ce chagrin-là, de le transmuter déjà avant même que ça sorte ou de ma bouche ou de mes mains, de déjà être dans de l'alchimie pour ensuite l'offrir de manière jolie au monde et pas d'éclabousser avec un énième livre sur les traumas et chagrins et l'horreur et l'apocalypse. Ça, oui, ça c'est vraiment quelque chose en moi qui m'interpelle, qui m'intéresse, qui me mobilise. Oui. On va tout de suite clarifier le mot alchimie, alchimiser. Hein. L'alchimie, c'est transformer le plomb en or. Donc, oui, cette transmutation. Ouais. Donc c'est important de se dire que, et là pour les personnes qui connaissent Mohamed Taleb, ben, ici on rejoint l'univers de Taleb, c'est l'idée que tout coexiste, que dans l'absence il y a une présence, que dans ce qu'on ne voit pas il y a quelque chose, et que notamment le sacré et le spirituel sont toujours là même si on ne les voit pas. Donc il suffit d'y penser pour les réintégrer à son existence. Et notamment dans l'alchimie, il y a l'idée que les contraires sont toujours là. Et là, c'est jungien aussi. Qu'on peut très facilement, au pire du désespoir, on peut très facilement s'extraire de là et transfigurer son désespoir. Et ce que tu racontes là, des choses que tu racontes là, c'est ça. C'est ce que ce monsieur t'a dit là, en traversant la place de la République, c'est ça. C'est l'idée qu'on peut transcender son désespoir de manière telle qu'on crée quelque chose, qu'est-ce qu'il faut employer comme mot maintenant, d'inspirer. C'est bien inspiré. Quand on parle de souffle, ça marche bien. Des souffleuses. Voilà. Mais donc, pour toi, tu disais que l'art-thérapie, ça t'a justement permis d'alchimiser tes traumatismes, que ce marasme qui te broyait intérieurement, tu en as fait quelque chose à travers l'art. Oui, c'est-à-dire que les mots ne sortaient plus. Et à un moment donné, quand les mots ne sortent plus, je me suis retrouvée vraiment coincée dans une impasse. Et qui était cette impasse qui a terminé donc sur ce quai de métro. Et donc après, je me suis dit, mais bon, si les mots ne sortent pas, ça peut sortir d'autres manières. C'est pour ça que je parle d'expressions multiples et que aujourd'hui, j'ai une grande sensibilité et évidemment, j'accompagne beaucoup de femmes et d'hommes qui ont du mal à mettre en mots. Parce qu'on est dans une société de grande communication où tout le monde parle pour tout et rien dire, mais que quand on n'a pas les mots, c'est difficile. Et donc, je crois qu'on peut dire tellement plus de choses de soi. On peut dire des choses avec les vêtements que l'on porte, les couleurs que l'on incarne. On peut dire des choses avec évidemment du collage. Donc, je travaille beaucoup avec le collage thérapeutique, avec le dessin intuitif, avec dessiner de la main gauche, avec venir essayer de ritualiser pour sacraliser aussi des gestes. Je peux venir dire qui je suis quand je suis invitée à dîner chez des amis et que je choisis de passer chez le fleuriste pour leur acheter un bouquet et de me présenter chez le fleuriste 15 minutes avant pour composer moi-même ce bouquet qui d'un coup est teinté de mon essence, de mon énergie, de ce que j'ai envie de leur offrir aujourd'hui. Je peux choisir de rédiger un texto en disant apéro chez moi samedi soir, ou je peux m'amuser à prendre la plume et envoyer un mail rigolo, poétique, inspiré à mes amis. J'ai toujours le choix en fait de mettre davantage de qui je suis dans ce que je fais. Et donc, de mettre davantage de conscience dans ce que je fais, ce que je dis, ce que je marche, ce que je pense. J'aime beaucoup cette vieille tradition, ce vieux mantra qui dit « marche ta parole ». Et donc, l'idée, c'est vraiment dans tout ce que je fais. J'aime dans pouvoir d'achat, il y a pouvoir. Dans à quoi je consacre mon temps d'écoute, d'attention. C'est ça, c'est de l'économie de l'attention. Et c'est bien d'aller vers de l'écologie de l'attention, d'ailleurs. Oui, parce que chaque fois, tout ce que tu viens de dire là, ça implique la présence à soi. Ça implique d'être là, de mettre son attention dans le présent, dans l'acte qu'on accomplit, dans l'acte qu'on va accomplir. Et la présence qui s'assortit de l'attention, elle amène en même temps de l'intention. On va créer
quelque chose. Et l'intention, c'est aussi qu'est-ce que je choisis qu'on garde de moi à l'issue de ce que j'aurais fait. Et ça revient à la trace. Et c'est exactement, il y a cette grande phrase qui dit les gens ne se souviendront jamais de ce que vous leur avez dit, de ce que vous leur avez appris, ils se souviendront toujours de la manière dont ils se sont sentis en votre présence. Et donc l'intention, c'est vraiment à travailler dans cette empreinte que je souhaite laisser au monde. Hein, on parle de l'empreinte carbone, d'essayer de diminuer notre empreinte carbone. Et donc, moi, mon empreinte, est-ce que je veux continuer à déverser mon mal-être sur les réseaux sociaux? On en voit des gens qui postent « Oh là là, c'était horrible aujourd'hui, mes enfants ont fait ci, mon patron a fait ça. Oh là là, les gens qui font, les gens masqués, les gens pas masqués, etc. » Peu importe, mais d'aller déverser ça, c'est des empreintes. C'est comme si je vidais mon sac poubelle sur une plage. C'est exactement pareil. Et donc, à un moment donné, ça parle de choix, ça parle de courage. Et dans courage, il y a cœur à l'ouvrage. Et moi, j'aime bien cette idée de vraiment, pour moi, il était impossible d'écrire un livre sur les traumas. C'était impossible que je laisse cette trace-là. Ça ne m'intéressait pas d'écrire un énième livre sur les traumas. Ce qui m'intéresse, en revanche, c'est d'écrire un livre sur Merci à un inconnu, c'est d'écrire un livre sur le sweet art que je propose, c'est d'écrire un livre sur justement cette alchimisation artistique. Là, ça m'intéresse. Oui. Alors, je reviens maintenant à la question de ta pratique artistique. Tu as une pratique artistique qui est liée à toi, mais je constate dans ce que tu me dis que ta pratique artistique, elle est aussi de l'ordre de la performance. Et ce que la performance a de particulier, c'est que elle s'inscrit dans la dimension sociale, dans la dimension collective. Elle prend place dans la cité. Exactement. C'est un acte que tu poses envers les autres et qui engage les autres. Et je veux qu'on parle de ça maintenant, Anne, que tu expliques ce que tu as fait, puisque tu as développé beaucoup de choses. Si tu veux bien l'expliquer dans le détail maintenant, ce sera bienvenu. Et tout ça, évidemment, ça n'est pas pour te mettre en évidence, c'est pour inspirer les personnes qui nous pour les inciter à oser écouter leur chant créatif, ce qui vient d'elles, ce qui vient de leur cœur. Et ça n'est vraiment, ça n'est que pour cela que je le fais. Et je suis tellement heureuse quand dans Merci à un inconnu, les gens me disent moi aussi je me mets à donner des petits mots. Donc moi j'ai commencé à donner des petits mots aux gens dans les transports en commun après cette étape sur le quai de métro où j'ai commencé mon chemin de thérapie, où vraiment j'étais quand même dans le sale drap à cette époque-là, j'étais quand même mal en point et comme quelque chose qui est venu comme cette espèce j'adore l'histoire du schtroumpf marathonien. J'aime beaucoup les schtroumpfs. Et le schtroumpf marathonien, le grand schtroumpf, lui met de la confiture de salse pareil et lui dit tu vas voir, avec la confiture sur le bout du nez, tu vas réussir à courir ton marathon. Bon moi c'est un peu ça. C'est un peu ça avec le rouge à lèvres. Moi quand j'ai du rouge à lèvres, tout va bien, rien de grave ne peut m'arriver. Et donc l'idée à l'époque c'était si j'arrive à donner un petit mot gentil, bienveillant, attentionné à quelqu'un dans le métro, ma journée c'était bien passé. Parce que j'étais un peu à cet endroit-là. Moi, c'était un jour après l'autre. C'était pour remonter la pente. Je ne cache pas que j'étais au 4e sous-sol, donc tranquillement, je remontais l'échelle. Et donc tous les jours, je regardais les gens dans la rame de métro et je me disais, ils ont l'air tellement amoureux, c'est beau. Je vais griffonner un petit mot en mettant quel joli couple, merci pour l'inspiration, ou je sais pas quoi. Et j'allais leur donner, voilà. Et donc j'ai commencé à donner des petits mots comme ça qui sont devenus plus tard les textopolitains, qui ont été des petits carnets édités chez un éditeur parisien. Et voilà, donc ça a été un joli projet de gens qui se donnaient et distribuaient des petits mots. Donc j'en ai reçu un, j'en ai donné un. Donc c'était des sortes de SMS manuscrits de tout ce qu'on a souhaité dire à son voisin de strapontin sans jamais oser le formuler. Oui, SMS à des inconnus donc. C'était déjà des inconnus. C'est mon champ d'action, les inconnus, j'adore ça. Ou les inconnus, ça dépend. Et puis après, j'ai beaucoup travaillé autour de l'estime de soi. Donc moi, j'essaye de regagner un peu confiance en moi, en mon corps, en mon identité, savoir qui j'étais, comprendre qui j'étais surtout. Il y avait plein de monde à l'intérieur, je dirais. Et il fallait faire un peu le tri. Et j'ai trouvé là aussi des espèces de feutres qui écrivent sur les miroirs et qui s'effacent d'un coup de chiffon, c'est pas comme des rouges à lèvres, mais qui font un peu comme une écriture rouge à lèvres. Et je suis allée écrire des phrases positives,
qui venait réassurer un peu les femmes qui passaient à la salle de bain. Et donc, dans les toilettes des restaurants, bistrots, cafés, hôtels dans lesquels j'allais, j'écrivais des phrases telles que « je suis un trésor » ou « ça n'est pas parce qu'elle est belle que je ne le suis pas ». Ou enfin voilà, des phrases vraiment qui venaient rassurer sur voilà, l'estime de soi à cet endroit-là. Et puis le Flying Project est arrivé avec donc ses premières envolées et cette idée du confetti, cette idée du confetti qui m'est venue justement après avoir vu une pièce de théâtre sur le syndrome post-traumatique dont on a beaucoup parlé au moment des attentats notamment et de la guerre qui est un des sujets de mes études. Et donc à la fin, en fait, il voulait ce metteur en scène sur scène voulait simuler une guerre énorme, enfin une effusion de sang, et il avait mis des gros ventilateurs avec des confettis argentés rouges. Et donc je me suis dit c'est ça qu'il faut faire. En plus de ça, lui, il visualise le sang comme de la paillette. Et moi, je veux le faire à l'extérieur, bien plus grand, bien plus haut et surtout totalement irréprochable. Oui. Et merci à un inconnu. Et donc, l'événement d'après, et donc se choisit visiblement un terrain actuel, contemporain, qui est Instagram, qui est intéressant pour son procédé narratif, puisque donc ce sont des petites cases Instagram, on raconte une histoire en quelques phrases. Et donc à cet endroit-là, moi, les gens m'envoient leurs messages de manière audio ou en me racontant des tartines d'écriture, de témoignages, en me racontant toute leur histoire. Et puis moi, je la transforme à cet endroit-là. Je suis cette charnière à cet endroit-là où je remets en mots rapidement pour garder l'essence de l'essentiel de l'histoire et le geste désintéressé. Et comme tu parlais de cité, pour revenir à cette histoire de cité, j'aime l'idée du manifeste. Tu vois, c'est un manifeste en fait pour le geste désintéressé. En fait, c'est tu vois, le Flying Project, moi je payais les confettis avec mes piges journalistiques. Donc, j'ai jamais été payée en fait pour toutes ces choses-là. C'était totalement sur mes heures, mes deniers. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est le geste désintéressé et qui suscite le récit de plein d'autres gestes désintéressés. Donc c'est l'Ouroboros en fait, c'est le serpent, tu sais, qui se mord la queue et qui est vraiment l'éternel infini et la mort et la renaissance à cet endroit-là. Oui, et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que on pense toujours au militantisme comme une espèce d'action douloureuse. On contribue, mais c'est quand même un petit peu comme si on devait payer pour le confort dans lequel on est face à la détresse des gens. Et toi, il y a une espèce de jubilation dans ton acte de création qui est une contribution super importante à laquelle on pense trop peu. On ne pense jamais à la création comme un acte de militantisme, et surtout la création qui implique les autres. Ce n'est pas un artiste qui s'exprime, c'est quelqu'un qui crée quelque chose qui engage tout le monde et qui va mobiliser tout le monde émotionnellement. Oui, c'est de l'artivisme à un endroit. Tu vois, il y avait ce mouvement à une époque, mais voilà, l'artivisme peut revêtir différentes formes. Moi, le mien, vraiment, en créativité, ce qui est très important, c'est toujours, je me pose toujours deux questions quand j'ai une idée qui vient ou un projet qui naît. C'est est-ce que je me reste fidèle et est-ce que je suis mon cœur? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui part de là, qui part du cœur et pas d'ailleurs? Et si ça part du cœur, ça va aller de plus en plus loin. Et surtout, si moi je guéris à cet endroit-là, et parce que j'ai guéri à l'endroit de mon merci un inconnu, parce que je ne suis plus sur ce quai de métro, maintenant merci un inconnu peut être, tu vois, très très répandu, très très diffus. Je ne pourrais pas t'en parler aujourd'hui si j'étais encore sur ce quai de métro à un endroit, si j'étais encore aussi affaissée, effondrée que je l'étais. Et c'est ça qui est chouette en fait, c'est de ne plus regarder dans le rétroviseur à cet endroit-là, mais au contraire de regarder devant tout ce que merci un inconnu peut ouvrir. Donc, être à cette charnière-là, à cet endroit-là. Oui, c'est-à-dire que ayant dépassé la souffrance, tu peux servir un petit peu de marchepied à d'autres pour dépasser la leur. Et ce que je trouve très intéressant dans l'accompagnement, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je suis juste une marche au-dessus.
sur certains sujets et pas tous. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est si j'étais ou si quelqu'un était au-dessus, bien au-dessus, mais même moi, hein, mon Dieu, j'ai un long chemin thérapeutique. Jusqu'à encore il y a quelques années, même pas tant que ça, je me faisais davantage accompagner que je n'accompagnais. Je beaucoup cheminé. Et en fait, je ne serais jamais allée me faire accompagner par des gens que j'aurais cru inaccessibles. C'est impossible en fait. C'est aussi pour ça qu'il est important de dire d'où je viens. Oui. Je viens de ce quai de métro. Oui. Et peu importe ce qui s'est passé avant, je viens de ce quai de métro. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé la marche du bas, une fois qu'on a touché le fond, on ne peut que remonter. Et puis c'était Anna Gavalda dans un livre qui disait parfois il faut savoir descendre quelques marches de plus pour trouver l'interrupteur. Et c'est ça. Oui, c'est ce fameux, mais c'est vrai pour moi, ça a été vraiment les seuls regrets que l'on a, c'est de s'être dit pas maintenant. Pas maintenant. Oh non, pas maintenant cette formation, pas maintenant cet accompagnement, pas maintenant ce déménagement, pas maintenant je me mets en mouvement vers moi, pas maintenant. C'est juste ça. Et donc, généralement, ce pas maintenant peut nous amener à descendre quelques marches de plus. Ouais. Et donc, c'est un résumé de ça, ça pourrait être apprendre, se servir de sa douleur comme d'un marchepied pour se rejoindre et apprendre à s'aimer suffisamment pour, comme tu le disais, faire œuvre de sa vie. Apprendre à s'aimer, à s'accepter tel qu'on est. Oui, et puis entrer en interaction avec l'autre. Moi, il y avait vraiment ça les petits mots pour moi, c'était vraiment je suis. C'est-à-dire parce que je voyais l'autre qu'il avait des super belles bottes et que je voulais les mêmes bottes que lui et que j'allais lui donner un petit papier avec écrit jolies bottes, je lui montrais que je l'avais vu et donc lui me voyait. Et donc j'entrais dans un lien d'interaction. Et donc quand tu parlais tout à l'heure de la charge mentale qui parfois peut ramener à ce repli sur soi, et mon Dieu, on a traversé des mois où on nous a invités à beaucoup nous replier chez soi, etc. Et où ce 20 heures où on applaudissait dehors et où on se regardait entre voisins permettait cette interaction et ce lien invisible, mais en tout cas qui devenait de plus en plus conscient. Et donc l'idée, c'est qu'est-ce que j'aimais, même un signal faible, je peux l'émettre. Même un signal faible. Oui. Et c'est très important ce que tu dis là parce qu'on est passé en très peu de générations d'un mode d'interaction très communautaire avec une famille élargie à un repli, à un rétrécissement ou même en milieu urbain, en tout cas, les gens ne se regardent même plus, ne se disent même pas bonjour. Alors ils disent plus le bonjour, maintenant ils sont masqués, donc ils n'ont plus que les yeux. Ils n'ont plus que les yeux et en même temps, ils peuvent lire. Ils peuvent lire plein de choses du coup. Ils peuvent lire et on voit quand même si les gens sourient. Oui. Remplissement de leurs yeux. Parmi les choses super sympas que j'ai trouvées dans la préparation à cet entretien, tu parlais des rituels. Tu parlais des rituels et des propositions que tu fais à ta communauté, de se retrouver, de faire des stages de toutes sortes. Mais tu me confessais, ça m'a beaucoup inspiré, que tu le faisais pour toi. Mais bien sûr. Aussi pour toi. Oui. Moi, je ritualise beaucoup ma vie, mais toujours, tout le temps. Beaucoup. Mais vraiment, alors là, en début d'année, évidemment, on lance beaucoup d'intentions, ou on prend plutôt d'ailleurs des décisions que lancer des intentions, parce que les lancer, c'est bon, j'ai lancé plein de confettis, j'ai lancé plein de choses, ça retombe, mais bon. Non, l'idée, c'est de prendre des décisions et donc de passer à l'action. Mais vraiment en permanence, c'est-à-dire que cuisiner peut être une forme de rituel. S'habiller, se crémer peut être une forme de rituel d'amour de soi. Régulièrement, là hier, j'animais un cercle de femmes en ligne et je leur ai proposé vraiment d'écrire tout ce qu'elles se souhaitaient vivre pour 2021 et de venir mettre tout ceci sous leur oreiller et de dormir dessus pendant plusieurs nuits d'affilée pour vraiment laisser infuser ces projets-là, les ancrer davantage. Alors évidemment, tout ce qui est dessiné, moi j'ai peint beaucoup de choses qui sont arrivées, donc c'est des tableaux de vision 2.0 presque. Mais je trouve que vraiment en permanence mettre de la conscience dans les choses qui débutent ou qui se terminent,
C'est vraiment intéressant. C'est la première fois que ou c'est la dernière fois que. Et d'où ses débuts et ses fins de parenthèse, ses morts et ses renaissances. Oui. Et puis les rythmes. Bien sûr, les saisons, vivre au rythme des saisons. Nous sommes des êtres animaux, hein, à un endroit, et donc accompagnés au fil des saisons avec ces équinoxes et ces solstices, ces lunes, voilà, nouvelles, pleines, descendantes, et d'aller vraiment se mettre au rythme de la nature. C'est-à-dire qu'en septembre, je vais semer des graines, et donc semer des graines dans mon intérieur. Je vais couper le jour de la Saint-Michel avec sa hache, son épée, la queue du dragon. Je vais couper ce qui me retient encore et commencer à plonger dans l'automne, commencer à m'effeuiller, commencer à me délester des vieilles peaux, des vieux manteaux, de ce qui m'encombre, de ces rôles, de ces masques que je joue depuis si longtemps. Et puis ensuite, on entre dans l'hiver. L'hiver, c'est vraiment ce temps de l'œuvre au noir, hein, nous dit l'artiste, vraiment où je suis dans la grotte, la caverne, où la graine a été semée. Je ne vois pas encore qu'elle a commencé à germer parce qu'à l'extérieur, je ne vois rien. Mais en fait, je peux venir m'assurer qu'elle est déjà en train de germer et venir un peu déjà nourrir, et puis rentrer dans le printemps et déjà voir ses bourgeons, et ensuite l'été, cueillir les fruits évidemment de tous ces enseignements, de tout ce que j'aurais mis en place, et à nouveau rentrer dans l'automne et semer. Et c'est vrai que si je regarde ma vie professionnelle, personnelle, amoureuse, intime, avec moi-même, au rythme de ces saisons-là, eh bien, je me mets au diapason de l'environnement dans lequel je suis, et non pas en adéquation. Oui. Et donc là, tout ce que tu évoques là, ça implique un retrait par rapport au quotidien qui nous absorbe, et oui, qui nous absorbe au point qu'on peut croire que c'est l'essentiel. Et là, tu fais des retraites chaque fois. Oui, et pas forcément. Alors moi, j'aime beaucoup cette histoire un peu du bitume. Tu vois, comme beaucoup, je suis allée en ashram, j'ai une quête spirituelle très forte, en forêt, etc. Et moi, pour moi, mon chemin, mon incarnation et ma mission, elle est véritablement justement au-dessus des bouches d'aération du métro, dans une grande ville d'1,5 million d'habitants. Et c'est à cet endroit-là, ce serait trop facile, je dirais, de dire il suffit d'aller se poser une semaine, faire sa retraite de yoga ou de méditation ou de jeûner ou je ne sais. Et à cet endroit-là, il y a que là-bas que ça peut se passer. Non, moi, c'est dans une queue au Franprix où il y a un problème à la caisse et où il y a 10 personnes devant moi et où ça commence à s'énerver. Que c'est là qu'on voit les vrais, tu vois. C'est là qu'il est intéressant de voir à quel endroit je peux venir chercher la présence à soi à cet endroit-là. Ou dans un jour de grève de transport, ou dans un conflit au travail ou familial. C'est là que je vois attends, je vais respirer, il est important de ne pas prendre de décision tout de suite, il est urgent de ne rien faire, 2 secondes, le pas de côté. Voilà, je m'aère un peu, je sors du jeu psychologique. Voilà, ou tiens, je suis dans cette queue d'attente, etc. Alors, je peux trépigner pendant des minutes et faire, c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle fait? Et je peux choisir ce temps pour peut-être envoyer ces 2-3 messages à ces bonnes copines avec lesquelles j'ai pas le temps de discuter. Voilà. Oui, oui. C'est de chaque instant, c'est au feu rouge. Oui. C'est au feu rouge aussi. Oui, mais c'est ce que je voulais dire, hein. Je ne voulais pas de se retirer dans des je le précise bien parce que c'est souvent ce qu'on entend. Non. C'est vraiment, on a la capacité dans son quotidien de générer des tranches de sens et de présence, voilà, hein, qui nous ramènent à nous, qui nous ramènent, oui, c'est ça, qui nous sortent de cette espèce de l'aliénation, en fait. Parce que, bon, je l'ai déjà dit par ailleurs, mais moi, je me suis formée au tantra, notamment avec Daniel Audier. Et Daniel, il disait, mais bon, c'est pas lui qui le disait, mais on croit souvent que pour méditer, il faut consacrer 1 heure à la méditation, prendre son zafu, mettre de l'encens, etc. Mais non, méditer, et ça c'est la version de Fabrice Midal, hein, c'est être là, c'est être présent, ça ne demande aucune cérémonie, c'est je suis là. Mais oui, moi je médite quand je fais ma vaisselle, je médite quand je monte mes marches d'escalier en me disant plus je monte ces marches, plus je m'élève. Je médite quand je fais mes vitres. Je médite beaucoup quand je fais le ménage. Ça doit me permettre de bien nettoyer.
Oui, 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 c'est ça. Et méditer, au bout du compte, dans sa version la plus basique, la plus rudimentaire, c'est simplement être présente, avoir son attention dans ce qu'on fait. Et c'est la version de Daniel Audier aussi. Hein. Daniel, il dit, mais si vous pouviez être présent quelques secondes, une série de fois par jour, ce serait déjà bien. Être là. Être là, oui. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sans quoi on partirait orpheline, si on ne l'avait pas entendu? Vraiment, 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 si chaque personne qui regarde cette vidéo peut se poser la question de si jamais tout ceci devait s'arrêter demain, qu'est-ce que je voudrais dire au monde? Ça, vraiment, c'est une des questions, une des phrases qui m'habitent. Et ce que je veux dire au monde, je peux le dire de plein de manières différentes. Si je ne peux pas le dire sur une scène de conférence, si je ne peux pas le dire à la télévision aux 20h, comment est-ce que je peux le dire? Est-ce que je peux le dire à mon voisin dans cet abribus? Est-ce que je peux le dire dans un petit mot à ma voisine dans sa boîte aux lettres? Est-ce que je peux l'écrire sur la buée de la vitre de cette voiture garée en warning? Est-ce que, voilà, si je n'avais qu'un seul message à dire au monde, qu'est-ce que je voudrais dire? Ça, c'est une question qui remet tout en ordre, chez moi en tout cas. Oui. Et si tu voulais qu'on garde 3 éléments de notre échange, 3 points sur lesquels on pourrait construire. Vraiment, la dimension alchimique et artistique, pour moi, c'est important. Cette dimension que quand je me guéris, je peux être pour le nous et je peux être pour plus grand et pour plus vaste de quelque manière qu'il me soit donné, quel que soit le terrain de jeu. Ça c'est vraiment important pour moi que ce soit entendu à cet endroit-là. L'expression libre, l'expression de soi aussi, les constellations, tout me va vraiment. Ok. Je suis en paix avec ce qui a été dit. Ok, donc Anne, il y a un livre qui est en gestation, qui va sortir au printemps, à partir de... À partir de Merci un inconnu, oui, ça va devenir. Alors c'était digital, c'est un compte Instagram au départ, et donc ça va devenir un livre. Alors il y aura une bonne partie de nouveaux messages à l'intérieur, de messages inédits comme on dit. Il y aura certaines de mes histoires justement, d'histoires qui me sont arrivées autour d'inconnus, puisque évidemment au départ ce sont mes propres histoires de Merci un inconnu, donc des histoires que je raconte. Et puis voilà, c'est un joli petit objet qui devrait être remboursé par la Sécu, comme disent les gens sur ce compte-là. Voilà, ce sera un objet lumineux, coloré, un bon livre feel good made in France, comme dit l'autre. En bon français de France. Voilà, ça sortira au printemps, justement. Je te remercie pour la clôture festive que tu offres à cet événement. Avec joie. Avec joie. Merci pour ton invitation. Bravo pour ce magnifique sommet, pour ces partages et puis pour venir donner des outils. Moi, je me nourris beaucoup de ces conférences, ces témoignages et j'espère voilà que ma parole aura pu peut-être ouvrir des portes chez certains ou certaines. Je l'espère aussi. Merci Anne. Merci Patricia, à bientôt. À bientôt.